Hong Kong fut notre porte d'entrée sur la Chine. Ce territoire anglais depuis le traité de Nankin, dont le nom signifie le port de l'encens, désigne actuellement l'île de Victoria, la péninsule de Kowloon et les nouveaux territoires. La visite commence par un tour d'horizon depuis le pic Victoria, point culminant de l'île de Hong Kong. Ce point de vue permet d'avoir un bon aperçu sur la mer de Chine, le port, la ville moderne et ses gratte-ciel. À l'opposé de l'île, Repulse Bay est le secteur le moins congestionné et le plus calme de la côte sud. Ce quartier, essentiellement résidentiel, possède les plages les plus accessibles et les plus populaires de Hong Kong. En descendant vers le sud-ouest, on atteint le port d'Aberdeen. Véritable village flottant, les jonques et les sampans sont serrés les uns contre les autres. Ce sont des habitations de familles nombreuses, souvent misérables. Les nouvelles constructions offertes aux habitants de ces lieux participent à la disparition de ce site pittoresque. Ce quartier est toujours prospère grâce aux restaurants et aux casinos flottants qui contribuent à sa réputation. La nuit, la ville est fascinante, féerique et scintillante. Nous apprécions notre premier contact avec la nourriture chinoise. Beginning of a trend away from hamburgers, hot dogs, French fries, souffles, quiche, corned beef, roast beef, sliced turkey breast, pepperoni. God, I can almost smell it. Wait a minute, I do smell it. Pas savoir quel He did it again. See, my dad's.
Kowloon est un quartier très animé. Le flot de voitures est incessant. Le métro contribue à cette animation en déversant sur les trottoirs des myriades de passagers. Pour les voyageurs que nous sommes, Hong Kong est une ville de choix pour le shopping. À la fois vitrine de luxe de la Chine populaire et point de vente des industries nippones. Les rues sont bordées de magasins de toutes sortes, où après un sévère marchandage, les prix sont intéressants. L'entrée en Chine populaire se fait par le train qui traverse les nouveaux territoires. Il nous conduit à Canton. La ville, située juste au nord du tropique du Cancer, bénéficie d'un climat de mousson. Elle doit son expansion à sa proximité avec Hong Kong. La cuisine cantonaise est l'une des plus réputées de la Chine. Son raffinement lui permet de rivaliser avec celle de notre pays. D'abord, c'est la peau, et puis la deuxième fois, oui, la viande. La ville se présente comme un immense chaos de petites rues et de masures que le voyageur du XIXe siècle avait décrit avec un grand luxe d'horreur. Le climat contribue à cette anarchie apparente, puisqu'une grande partie de l'activité des Cantonais se déroule hors des habitations. Notre promenade pédestre nocturne, déconseillée par notre guide, nous conduit à l'ancienne concession franco-britannique où se tient notre hôtel. C'est l'un des plus réputés de la Chine, l'hôtel du Cygne blanc.
Situé dans la partie ouest de la ville, l'ancien temple des ancêtres de la famille Shen est remarquable par son importance et par les décors en céramique sculptée qui ornent les toitures. On a installé à l'intérieur des bâtiments un centre d'exposition des arts populaires de Canton et de la province. La visite se prolonge par la découverte d'un jardin calme et frais, avec ses étagères et ses parterres ornés de centaines de bonsaïs. Le temple des Sibanians est surtout connu pour sa pagode, nommée pagode des fleurs. De base octogonale, recouverte de tuiles vertes, elle élève ses 9 étages à un peu plus de 55 mètres. À présent, le temple est le siège de l'association bouddhique de Canton. Ce théâtre est l'une des nombreuses salles de Canton qui présentent des spectacles d'opéra pékinois et cantonais. C'est également un lieu de représentation de concerts, de pièces de théâtre, de danse et d'acrobatie. La rue reste pour les voyageurs fraîchement arrivés un spectacle de choix. Nous ne nous en lasserons pas durant tout ce voyage. Plus que les écrivains et les poètes, ce sont les peintres qui ont été inspirés par l'étonnant relief de la région de Guilin.
Arrosé par la rivière Ly, le paysage de Guilin est caractéristique des paysages karstiques. Toutes ces montagnes insolites, qui semblent être venues en audience sur les bords de la rivière, donnent le désir de les voir danser sur les eaux vertes du fleuve au cours d'une croisière. C'est un hymne à la montagne, bien étrange, jamais lassant. Le retour vers Guilin s'effectue au travers des rizières qui mettent en évidence le rôle agricole de cette région. La pêche au cormoran est une tradition ancienne, primitive et quelque peu frustrante pour les oiseaux. Elle est efficace.
L'activité géologique qui remonte à 300 millions d'années a laissé émerger des massifs calcaires que la pluie s'est empressée d'infiltrer pour former grottes et cavernes. La plus célèbre et la plus vaste est la grotte de la Flûte de Roseau. Elle peut recevoir plus de 1000 visiteurs. La colline Foubo permet d'admirer le splendide panorama des collines environnantes. Ne regrettons pas que le ciel soit resté gris, c'est au dire de nos guides la meilleure condition pour apprécier ces paysages. Le zoo, un peu triste, est une occasion pour découvrir les artistes locaux, bien placés pour exploiter la richesse de ce paysage traditionnel. Comme beaucoup de villes que nous allons traverser, Guilin offre un éventail de petites industries et ateliers artisanaux. Ici, un atelier de bijoux. Situé sur le delta du fleuve Yangtze, Shanghai est un port qui jouit d'une situation exceptionnelle pour le commerce avec le nord et le sud de la Chine, mais aussi avec le Japon. Elle possède de nombreuses voies de communication avec le reste du pays. Comme partout en Chine, la gymnastique est l'activité matinale pratiquée par de nombreuses personnes de tout âge. Dès 6 heures du matin, les parcs sont le siège d'une activité intense. Après l'effort, il est possible de se restaurer avant de rejoindre son lieu de travail. La vieille ville est un lacis compliqué de ruelles, bordées de maisons basses, où se développent d'innombrables petits commerces.
Une maison de thé est située à proximité du jardin du Mandarin. La reine Élisabeth, dit-on, s'y est arrêtée, apportant par prudence son eau et son propre thé. Le jardin du Mandarin Yu, construit au XVIe siècle, était un jardin privé sous la dynastie des Ming. Il renferme une quinzaine de pavillons, aux toits recourbés, recouverts de tuiles sombres. Les amoureux s'y donnaient rendez-vous. Pour respecter les bonnes manières, un jardin clos était réservé aux filles, un autre aux garçons. Ceux-ci pouvaient se voir en utilisant le reflet de l'eau. Shanghai offre tout un éventail d'activités. La fabrication des tapis est très artisanale. Les tapis sont retravaillés après le tissage pour leur donner relief et brillant. Les tapis en soie sont en effet lustrés à chaud. La soie est imprimée dans ces ateliers de manière artisanale, à 7 étages, en employant la technique de la sérigraphie, mais également de manière très industrielle dans les étages inférieurs. Le travail du jade est une activité traditionnelle. Les objets réalisés sont très variés. La qualité et la couleur des matériaux utilisés sont très diverses, conférant ainsi une valeur plus ou moins grande à l'œuvre d'art. Le musée d'art et d'histoire est très riche. Réparti sur 3 étages, ces salles sont plaisantes à visiter. Les objets, classés par ordre chronologique, vont de l'art du bronze à la céramique. Les bronzes sont les plus beaux de Chine. On y trouve de nombreux vases à vin, des cloches, des chaudrons et des outils. Les céramiques présentées couvrent une vaste période allant de l'époque néolithique à nos jours. Les pièces blanches et bleues de l'époque Ming sont célèbres.
Le temple du Bouddha de Jade est un endroit où s'exerce encore le culte bouddhique. Un pavillon en bois renferme de célèbres Bouddhas, debout et couchés, rapportés en 1881 de Birmanie par un moine chinois. Shanghai est la ville la plus peuplée de Chine, 12 millions d'habitants. La rue de Nankin, le dimanche après-midi, donne un aperçu de la densité de la population. Cette rue est aussi un haut lieu du shopping. De nombreux grands magasins offrent un choix d'articles importants. À proximité, un parc est en cet après-midi dominical l'occasion de rencontrer enfants et parents. Ces derniers sont en effet très attentionnés pour l'unique enfant que leur permet d'avoir le régime politique. C'est sans doute une des contraintes les plus dures que nous ont exprimées à plusieurs reprises certains Chinois rencontrés. La Chine est un pays
où les traditions sont adaptées aux familles nombreuses. La rue de Nankin se prolonge jusqu'au port appelé Bund. Les immeubles qui s'y dressent faisaient l'orgueil des Occidentaux. Ils sont aujourd'hui le siège des administrations. On y retrouve l'atmosphère des années folles. Ce quartier est le témoin du passé occidental de la ville, pour lequel les communistes auront quelques difficultés à réaliser son intégration dans le système socialiste. Notre séjour à Shanghai est l'occasion de visiter une commune populaire créée sous Mao. Elle a aujourd'hui un régime plus libéral qu'à son origine. De la culture, de l'industrie communale et de l'élevage. Dans le domaine de l'agriculture, nous cultivons des légumes, surtout, et un peu de fruits. Et maintenant, nous pratiquons un système de responsabilité forfaitaire dans la commune. Ceux qui travaillent plus gagnent plus. Et par exemple, personnes qui peuvent gagner 10 000. Et à la campagne, nous pratiquons un système d'enseignement obligatoire de 9 ans. La crèche de la commune est un endroit très animé.
nous visitons la maison d'une habitante de la commune qui est vétérinaire. Cette maison a été construite en 1982. Elle a payé 13 000 yuans pour construire cette maison. 13 000 yuans. Par rapport maintenant, c'est beaucoup moins cher. Maintenant, encore plus cher. Pour construire une maison comme ça, maintenant, au moins 30 000 yuans. 30 000 yuans. Cette maison se veut représentative. Du moins, c'est ce qu'a voulu nous faire croire notre guide. C'est sa photo de mariage, ça? Oui. Le dispensaire est un spectacle plus surprenant. Différentes techniques y sont pratiquées. La pharmacie, les soins dentaires, et bien sûr, l'acupuncture. Les Chinois se chauffent et font leur cuisine au moyen de poêles à charbon de bois. Cette fabrique compresse le combustible, réduit en poudre, pour obtenir des briques rondes qui sont commercialisées de manière standard. Xi'an est l'une des plus anciennes et plus illustres villes de la Chine. Elle est la capitale de la province du Shaanxi. Elle est le noyau culturel de cette grande région. Elle a joué un rôle stratégique dans l'histoire pendant plus de 3000 ans, et elle servit de capitale à 11 dynasties sur une période de 1100 ans. Le temple de Confucius abrite le musée provincial. La forêt des stèles, située dans le dernier pavillon, est la collection de stèles la plus ancienne et la plus riche de Chine. C'est une véritable bibliothèque gravée sur pierre. Il reste quelques éléments de l'époque Yuan, mais les plus notables datent des Tang qui régnèrent au IXe siècle. La grande pagode de l'Oie sauvage remonte, elle aussi, à l'époque Tang. Toujours en activité, elle est éloignée de la ville de près de 8 km, alors qu'elle en faisait partie intégrante à sa création. L'armée enterrée
est constituée de 7000 guerriers de terre cuite, chacun mesure 1,80 m. Cette armée silencieuse était destinée à protéger la sépulture de Qin Shi Huangdi, qui en 221 avant notre ère réalisa l'unité chinoise, unité qui devait durer plus de 2000 ans. Chaque personnage est unique. Les restes de couleurs et les vestiges retrouvés sont un précieux témoignage du passé. Le cloisonné est un art typique qui exploite toutes les possibilités offertes par les émaux. Les paravents chinois sont composés de matériaux très divers. Ils nécessitent à la fois des talents de peintre et de sculpteur. Les remparts de la vieille ville sont toujours très visibles. De forme rectangulaire, ils sont percés par 4 portes disposées aux 4 points cardinaux. La porte du sud est une des plus imposantes. La dynastie des Tang, dont la ville de Xi'an est si fortement imprégnée, inspire les chants et les danses de ce spectacle.
Visite imprévue pour cause de retard de notre avion. La petite pagode de l'Oie Sauvage. Elle n'abrite plus aucun culte. Mais l'heure matinale nous permet d'assister et de rencontrer une nouvelle fois les adeptes de la gymnastique et de la danse. Oh là là. Ah si, ça y est, c'est fait. Ça Hervé, c'est quand même ça vaut son. Ouais. Oh, c'est joli, hein. Je te prends avec ou pas? Les chinoiseries, là, ça y va. Hein. Qui est-ce qui passe entre ses jambes, là? Le nombre de pieds, voilà. Pékin, capitale de la Chine, est une ville aux avenues grandioses et aux édifices monumentaux. Cet environnement est destiné à inciter l'homme à être humble et obéissant. L'immense place Tiananmen, les cours de la cité interdite, sont des lieux où l'omnipotence impériale est encore ressentie. La porte de la paix céleste donne accès à l'immense cité interdite. C'est le plus vaste ensemble d'édifices historiques en bois au monde. La cité est composée de 800 palais, salles d'honneur, sanctuaires et pavillons, représentant au total près de 9000 pièces. Ce vaste ensemble fut autrefois le siège du pouvoir des dynasties Ming et Qing. Au-delà de la porte céleste, 4 ponts de marbre conduisent à la porte de l'harmonie suprême. Cette porte donne accès au quartier des cérémonies du palais, une vaste cour qui pouvait contenir 100 000 personnes lors des audiences impériales.
palais abrite un musée contenant les horloges et les pendules qui furent offertes aux hommes politiques chinois. Plus au nord, on accède au palais intérieur ou appartement de la cité interdite. On atteint ensuite le palais de la pureté céleste, entouré de 40 mansions, bibliothèques, salles de consultation médicale et logements. Logements des servantes, des dames de compagnie, des concubines et des eunuques. L'opéra, à Pékin comme dans le reste de la Chine, est un art populaire. Il est joué dans de nombreux théâtres ainsi qu'à la télévision. Pour un Européen, ces sonorités rendent son accès très difficile. Nous pouvons toutefois admirer la beauté des décors et des costumes. La Grande Muraille est la plus grande barrière jamais construite par l'homme. Elle serpente sur les crêtes des collines, à 80 km au nord de Pékin. Construite sur 10 000 lits, soit environ 6 000 km, elle fut érigée par Qinshi Huangdi pour protéger le pays qu'il avait unifié. Sa construction a coûté la vie à beaucoup d'ouvriers bâtisseurs, enrôlés de force. Elle dura plus de 10 ans. Les Ming la restaurèrent au XVIIe siècle pour prévenir des invasions des Mongols. La région de Pékin est essentiellement agricole. La richesse se développe actuellement en Chine dans le milieu rural, qui a plus que les industriels accès à des marchés libres qui valorisent le travail individuel. Ces bâtiments sont destinés à abriter les excédents de céréales.
Dans cette région, 13 des 16 souverains Ming sont inhumés au pied des monts de la longévité céleste. Le plus grand des tombeaux est celui de Yong, le bâtisseur de la cité interdite. Sur la voie des esprits, un fantastique alignement de statues de guerriers inquiétants, d'animaux, réels ou fabuleux, se poursuit sur 7 km. La rue des Antiquaires est une place privilégiée pour le shopping. Ce quartier est prolongé par de petites rues où se tient un marché libre. Le Temple du Ciel, célèbre pour sa couverture de tuiles vernissées bleues, fut construite en 1420. Lors des cérémonies rituelles, à chaque solstice d'hiver, l'empereur venait du palais impérial, traversait la ville silencieuse et vide, car personne n'avait le droit de le regarder. Après 2 jours de jeûne, de veille et de prière, l'empereur, considéré comme le fils du ciel, officiait dans ce temple. Dans le pavillon de l'univers céleste, il faisait des offrandes, puis se déplaçait vers la salle des prières afin d'obtenir de bonnes récoltes. La forme conique de ce pavillon est celle des huttes chinoises, utilisées pour stocker les céréales.
Le temple Yonge, ou temple des lamas, est le plus grand temple tibétain de Pékin. Il fut construit sous la dynastie Qing. Les quartiers d'été de la dynastie Qing sont à 12 km du centre-ville. Ils furent établis dans les dernières années du règne mandchou. Ils sont associés à leur occupante de réputation infâme, l'impératrice douairière. La construction de ce palais d'été fut un gouffre financier qui engloutit la part du trésor affectée à la modernisation de la marine de guerre Qing, devenue obsolète. Le palais fut mis à sac par les forces françaises et britanniques en 1890. Nous quittons Pékin pour Chengde, situé à 250 km en direction du nord-ouest. Touristes étrangers, nous sommes invités à voyager en classe banquette molle, la plus confortable des trains chinois. À mi-parcours, nous traversons une nouvelle fois la Grande Muraille.
Cette cité provinciale du Hebei était une région campagnarde ignorée. En 1703, l'empereur Kingzongchi prit la peine de contempler ce site qui bénéficiait de nombreuses sources d'eau chaude. Il transforma aussitôt ce lieu en une retraite impériale d'été. Ses successeurs l'agrandirent au point de lui donner d'amples proportions, équivalentes à la surface de la cité interdite. Le parc se divise en 3 parties, les lacs, les plaines et les montagnes. La région des lacs rappelle la douceur des régions du sud, alors que les montagnes rappellent les hautes chaînes du nord. Dans les plaines s'ébattaient autrefois des biches en liberté. Onze temples furent édifiés par les empereurs, dont 8 à l'extérieur du palais d'été. Le Puningxi, temple de la paix universelle, fut construit en 1755 sur le modèle du grand temple tibétain de Sami. Le temple abrite un impressionnant Bouddha de 22 mètres de haut. Les pavillons qui s'étagent sur la montagne, derrière le bâtiment principal, sont chargés de symboles lamaïstes.
Les rues de Chengde sont très animées. Quelle que soit l'heure de la journée, toutes sortes de nourriture est proposée. Ville de province, spectacle de province, mais de qualité. Il est offert par un groupe d'artistes qui nous fait découvrir chants, danses et instruments originaux. Le plus impressionnant des temples de Chengde est le Putuo Dzongcheng, qui fut construit entre 1767 et 1771 sur le modèle du Potala de Lhasa. Nous terminons notre voyage par ce dernier temple, considéré comme l'un des plus beaux, le Xumifushu. Il fut construit en 1780 en l'honneur d'un chef religieux tibétain sur le modèle du grand monastère Tashilhunpo au Tibet.
Notre wagon donnant accès à la classe banquette molle n'est pas au rendez-vous. Les autorités locales n'ont pas voulu nous mélanger aux voyageurs chinois. C'est en bus que nous rejoignons Pékin avant de prendre la direction de l'Europe.